C'est notre quatrième rendez-vous webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le principe, on va aborder le sujet, donc les carburants alternatifs, et puis on aura un petit moment de questions-réponses ensuite. Vous avez un petit bouton en haut de votre écran à droite qui vous permet, c'est un petit nuage, qui vous permet de télécharger la présentation qu'on va, Andrew et moi, qu'on va faire maintenant. Alors, on va se présenter. Donc, moi, je suis Bertrand Dumas, je suis chargé de mission sur le programme ELV en Occitanie et plus spécifiquement sur la partie Languedoc-Roussillon de l'Occitanie. Andrew ? Donc, bonjour à tous, bonjour Bertrand. Moi je suis Andrew Patry, chargé de mission chez EcoCO2 dans le cadre du programme EV pour la région Normandie. Alors, notre ordre du jour, je vous laisse un petit peu regarder rapidement, mais on va donc balayer les quelques carburants alternatifs en détail, donc GNV, bio-GNV, hydrogène, électricité et biocarburants. Et à chaque fois, on essaiera de voir un petit peu, de faire la balance entre les avantages, les inconvénients, les questions de prix, les questions d'alimentation, de réseau, etc. Mais dans un premier temps, ce qu'on voulait avec Andrew, c'est partager peut-être deux petites réflexions avec vous. D'abord, la première chose, c'est qu'on souhaite aujourd'hui surtout ne pas mettre des carburants en concurrence. Le principe, c'est de vous montrer que vous allez avoir des carburants à disposition et qu'il va falloir utiliser ces carburants en fonction des contraintes que vous aurez, contraintes géographiques, de clientèle, etc. Et qu'il n'y a pas de carburants qui vont se substituer les uns aux autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voulait aussi vous dire clairement, c'est qu'il va falloir, à partir de maintenant, s'intéresser à la source des carburants que vous utilisez. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. On avait un seul et unique carburant, c'était le gasoil d'origine fossile. Donc on ne se préoccupait pas forcément de la source de ce carburant et en plus, on n'avait pas de choix. Donc le choix de carburant ne se posait pas. Il y avait un seul et unique carburant. Et enfin, dernière chose, c'est un premier rendez-vous sur ces carburants alternatifs. L'idée, c'est qu'on balaye largement ces carburants et qu'ensuite on puisse vous donner rendez-vous dès le premier semestre de l'année prochaine pour avoir des webinaires plus spécifiques sur l'hydrogène, l'électricité, le bio-GNV, etc. Alors, quand on parle de carburants alternatifs, de quoi parle-t-on exactement ? On parle de carburants qui vont rompre effectivement avec les énergies fossiles et qui vont donc être le seul moyen d'avoir des véhicules propres et qui vont contribuer à la décarbonisation donc, de nos activités. Donc ça, c'est déjà un élément important. Andrew, on commence, je crois, tout de suite par un biocarburant, le bio-GNV. Tout à fait. Donc merci Bertrand pour cette introduction et pour la définition des principaux termes de notre sujet du jour. Il semblerait qu'il y ait eu quelques soucis au démarrage de la vidéo de son. Donc je rappelle juste ce que Bertrand nous disait. Vous avez possibilité en tant que participant de télécharger le PowerPoint donc en haut à droite de votre écran et vous avez possibilité également d'enlever le son des notifications. En cliquant sur la petite cloche en haut de votre écran également si cela vous dérange. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le GNV et le bio-GNV. Tout d'abord, le GNV signifie gaz naturel pour véhicule et peut être décomposé en trois grandes catégories. Tout d'abord, le GNC, à savoir le gaz naturel comprimé qui correspond à l'état gazeux réduit à 200 bars. Ensuite, nous avons le GNL, à savoir le gaz naturel liquéfié qui est réduit à l'état liquide cryogénique par condensation à une température de moins 160 degrés. Et enfin, nous avons le bio-GNV qui est la version renouvelable non fossile du gaz qui est obtenu grâce à la méthanisation de déchets organiques ou encore de déchets agricoles ou de boue provenant de stations d'épuration. Au niveau de la composition du GNV, il faut rappeler qu'il est composé à plus de 85% de méthane, de CH4. Le reste de la composition concerne 2 à 8% d'éthane et une infime partie d'autres hydrocarbures comme le propane ou le butane. En revanche, la composition du bio-GNV est un peu différente puisqu'il concentre plus de 97% de méthane. Et il faut bien différencier le bio-GNV du GNC et du GNL puisque le bio-GNV est une source d'énergie d'origine renouvelable, produit localement, contrairement au GNC-GNL qui reste une source d'énergie d'origine fossile qui est plus souvent importée.
Aujourd'hui, les chiffres clés du GNV, on peut dire que le marché du GNV est en pleine croissance, tant au niveau européen qu'au niveau national. Les ventes de poids lourds au gaz dédiés au transport de marchandises décollent, tirées notamment par les constructions de nouvelles stations publiques. La France connaît une très forte dynamique des immatriculations de véhicules poids lourds qui a dépassé aujourd'hui la barre des 3500 véhicules, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique camembert que nous vous avons joint sur cette diapositive. Donc plus de 3500 véhicules poids lourds roulant au GNV et donc qui a connu une augmentation de plus 100% en un an, ce qui montre la forte dynamique notamment sur le marché des poids lourds. Ce qui représente 17% du parc de véhicules GNV au total en France aujourd'hui, puisqu'en effet, nous comptons environ 20 000 véhicules en France qui roulent au GNV pour plus de 26 millions au niveau mondial. Commençons par le GNC, qui est la version comprimée du gaz à 200 bars, ce qui correspond à une pression comparable à celle d'une bouteille de plongée, par exemple. Il s'agit de la forme GNV, aujourd'hui la plus utilisée comme carburant en France. Elle reste particulièrement adaptée, comme vous pouvez le voir, aux véhicules qui effectuent de courtes et moyennes distances, à savoir les véhicules utilitaires légers, les bus, les bennes à ordures ménagères, par exemple, du fait notamment de son autonomie qui reste inférieure au GNL. Il faut compter 5 à 10 minutes pour réaliser l'avitaillement d'un véhicule GNC. Le facteur d'émission de la base carbone est de 3,49 kg CO2 équivalent, ce qui intègre notamment les volets production, distribution et combustion du GNV, ce que l'on appelle les émissions du puits à la roue. Le GNL correspond au gaz à l'état liquide obtenu par condensation à moins 160 degrés, ce qui réduit son volume d'environ 600 fois par rapport à son état gazeux. Le GNL est adapté aux véhicules lourds effectuant de longues distances au niveau national, par exemple, puisque son autonomie est supérieure à celle du GNC. Donc l'autonomie est plus grande en matière de kilomètres réalisés avec le plein. On peut compter 1000 à 1500 km d'autonomie pour les véhicules GNL, contre 500 à 800 km d'autonomie, par exemple, pour les véhicules GNC. Il existe quelques contraintes pour le GNL, notamment par rapport à l'avitaillement des véhicules qui nécessitent le port d'équipements de sécurité, ce qu'on appelle les EPI, donc les équipements de protection individuelle. Le bilan environnemental du GNC-GNL est positif, et plus particulièrement pour les émissions de polluants atmosphériques. En effet, comme vous pouvez le voir, il permet de réduire de plus de 50% les émissions d'oxyde d'azote, les NOx, et de plus de 95% les particules fines, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air que nous respirons, et qui est particulièrement important aujourd'hui, notamment avec le développement des ZFE. Les gains d'émissions par rapport au GES sont moins évidents pour le GNC et le GNL. Nous parlons de légers gains en faveur du GNC-GNL par rapport aux véhicules diesel de dernière génération, de l'ordre de 3 à 15% de gains selon les conditions d'utilisation, de circulation et selon les trajets empruntés. De plus, les véhicules GNV sont 2 fois moins bruyants qu'un moteur diesel, ce qui est particulièrement intéressant, notamment pour le développement de missions nocturnes ou les livraisons très tôt le matin. Passons désormais à la version bio-GNV. Les caractéristiques du bio-GNV sont intéressantes puisque le biométhane est issu de la méthanisation ou de la fermentation des déchets organiques, ce qu'on appelle les déchets fermentescibles. Ce qui correspond à des résidus d'origine animale ou végétale constitués de matières organiques biodégradables. Cela peut correspondre également à des boues provenant de stations d'épuration, par exemple, des effluents, ou encore des déchets agricoles ou des déchets provenant de l'industrie agroalimentaire. Les 4 étapes que vous pouvez voir de la production de ce biométhane sur le schéma de la diapositive qui s'affiche. La première étape, c'est la collecte des déchets qui est réalisée, puis la fermentation des déchets organiques dans un second temps grâce à l'unité de méthanisation qui
qui correspond à l'étape d'épuration du biogaz. Une fois épuré, le biogaz sera réinjecté dans le réseau de gaz naturel et ce biogaz compressé peut donc ensuite être valorisé et distribué comme carburant pour les poids lourds, les véhicules légers, les véhicules utilitaires légers, les autocars ou encore les bus. En analyse de cycle de vie, en ACV, l'utilisation des véhicules bio-GNV donne de meilleurs résultats en émissions de gaz à effet de serre que ceux à l'électrique, par exemple. Je vous renvoie à l'étude ACV de véhicules roulant au GNV qui est sortie en septembre 2019 via l'IFP Énergie Nouvelle, par exemple. Le bilan environnemental du bio-GNV est bien meilleur que celui notamment du GNC et GNL, et en particulier sur les émissions de gaz à effet de serre. La grosse différence se fait sur les émissions de CO2, puisque la réduction des émissions peut atteindre moins 80% avec le bio-GNV comparé aux véhicules diesel. Donc les bénéfices environnementaux du biométhane sont à la fois globaux, locaux, produits localement. Ils participent au développement d'une économie circulaire des territoires et apportent une solution locale et vertueuse à la gestion des déchets. Donc, vous avez ci-dessous les caractéristiques qui montrent que la technologie aujourd'hui est considérée comme une technologie mature pour les transports routiers. L'autonomie, tout d'abord, constatée des véhicules qui est de l'ordre de 500 à 800 km pour les véhicules GNC, 1000 à 1500 km pour les véhicules lourds GNL. La puissance dégagée des véhicules au GNV ne cesse d'augmenter. On peut le voir notamment avec la dernière sortie du constructeur Iveco avec le véhicule S-Way qui permet d'avoir une puissance de plus de 460 chevaux et qui permet d'avoir une plus grosse charge utile transportée pour les véhicules. Une des caractéristiques importantes est la réduction des nuisances sonores également qui permet d'augmenter le confort de conduite des conducteurs. Les véhicules GNV sont en effet certifiés PIC. Il est important aussi de noter que le point d'équilibre économique de l'achat d'un véhicule GNV pour un transporteur sera réalisé à partir du moment où le véhicule aura parcouru 100 000 km pour un véhicule GNC, 120 000 km pour un véhicule GNL. De plus, le prix moyen du kilo GNV est de 20 à 30% inférieur au litre du diesel, ce qui peut être intéressant pour les entreprises de transport. Et enfin, le GNV bénéficie aussi de dispositifs fiscaux avantageux. On peut penser au gel du taux de la TICPE, donc la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour 5 ans au taux de 2017, à savoir 5,80 € pour 100 mètres cubes de gaz, ou encore l'exonération totale ou partielle de la carte grise, et la bonification d'amortissement prolongée jusqu'en décembre 2021 pour les entreprises de transport. On va passer assez rapidement sur les gammes de véhicules, mais on peut voir que pour le secteur du transport de marchandises, la majorité des constructeurs aujourd'hui des véhicules industriels sont présents sur le segment GNV. Donc on pense forcément à Iveco avec notamment le S-Way, mais aussi les autres constructeurs ne sont pas en reste, comme Scania, Volvo, Renault Truck ou encore Mercedes, qui proposent des véhicules à la fois en catégorie petits porteurs, grands porteurs, véhicules utilitaires légers, mais également poids lourds. Pour ce qui est des véhicules sur le secteur du transport routier de voyageurs, l'offre est plus abondante pour les autobus que pour les autocars, étant donné du fait que les collectivités se sont penchées sur le sujet du GNV depuis maintenant plusieurs années, comme on a pu le voir sur la diapo des chiffres clés du GNV. On compte plus de 3000 bus aujourd'hui qui roulent au GNV contre une centaine d'autocars, mais l'offre continue de se développer, commence à se développer de plus en plus, notamment sur les autocars. Et vous aurez donc cette liste-là que vous pourrez revoir sur le PowerPoint, que vous pourrez télécharger, la liste des véhicules qui sont sortis aujourd'hui selon les constructeurs. Passons au niveau du réseau de distribution GNV. Aujourd'hui, nous comptons 146 stations GNV ouvertes au public, avec une très grande majorité pour les stations GNC, ce qui correspond à plus de 216 points d'avitaillement sur tout le territoire. Les perspectives sont intéressantes puisque l'objectif est d'arriver à 250 stations d'ici fin 2020 et 1300 stations en 2030 au niveau national.
Vous avez ici, sur la carte de droite, les projets d'ouverture des 120 stations prévues pour la seule année 2020. Et donc, on peut voir que les projets d'ouverture sont assez conséquents, notamment sur les régions de Bretagne, Île-de-France et Hauts-de-France. Alors, pour des raisons de temps, je vais passer assez rapidement cette diapo concernant les avantages et inconvénients. Ce qu'on peut retenir, c'est le faible impact environnemental, en particulier pour le bio-GNV, des véhicules GNV et bio-GNV par rapport aux véhicules diesel. Un réseau de distribution qui connaît une forte dynamique aujourd'hui et des dispositifs fiscaux avantageux pour les véhicules GNV. Pour les inconvénients, on peut citer le surcoût à l'achat, le coût de maintenance plus élevé ou encore l'incertitude sur la valeur des véhicules à la revente pour les entreprises de transport. Vous avez ici également une liste des aides régionales selon les différents territoires au niveau de la France. Donc on peut citer notamment l'aide de 3 000 à 9 000 euros en Île-de-France ou encore une partie du surcoût d'un véhicule gaz comparé à l'achat d'un véhicule diesel qui est financé notamment en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore en Nouvelle-Aquitaine. Donc on va passer sans plus tarder à la deuxième énergie, donc le deuxième carburant alternatif présenté aujourd'hui, qui concerne l'électrique. Donc tout d'abord, comment fonctionnent les véhicules électriques? Les moteurs électriques doivent être différenciés dans un premier temps des moteurs thermiques qui fonctionnent grâce à la combustion de l'essence ou du diesel, par exemple. L'électricité est stockée dans une batterie qui transmettra l'énergie électrique au moteur par l'intermédiaire d'un contrôleur qui la transformera en énergie mécanique pour mettre en mouvement les roues. Le rendement du moteur électrique est supérieur à celui du moteur thermique puisqu'il atteint les 95%. Et de plus, on peut dire que les véhicules électriques sont très propres à l'utilisation, donc à l'échappement. On peut dire que les émissions sont neutres à l'échappement. Par rapport au bilan environnemental, notons une réduction des émissions de 95% des émissions de CO2 et non de 100% puisque nous tenons compte du fait que l'utilisation d'un véhicule électrique nécessite une production d'électricité elle-même à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde du transport routier, l'énergie électrique aujourd'hui est adaptée qu'à certaines activités spécifiques, parmi lesquelles on retrouve la messagerie, à savoir celles qui nécessitent des livraisons en zone urbaine, en centre-ville, qui sont sur des trajets de courte distance qui ne dépassent pas 150-200 km. L'énergie est donc pertinente pour des activités plutôt au niveau local, pour des véhicules légers de moins 3,5 tonnes, des petits porteurs. Il existe aujourd'hui de rares gammes de véhicules proposés aux catégories grands porteurs, mais l'offre reste encore très limitée. Donc c'est ce que va vous présenter désormais. Je vais passer la parole à Bertrand, qui va vous présenter la gamme de véhicules électriques et qui passera sur le carburant alternatif hydrogène. Bertrand, je te passe la parole. Ok. Donc par contre, je n'ai plus accès au power. Allez, voilà, je n'ai plus accès aux diapos. Je ne vois plus les diapos. Alors, voilà. Ok, donc je vais... Alors... Hop. Je vais assez rapidement vous balayer quelques offres de constructeurs. Donc, on connaît tous, bien sûr, l'offre que l'on a fréquemment en centre-ville aujourd'hui, notamment les petits goupils qui ont une autonomie à peu près de 50 à une centaine de kilomètres, avec des charges utiles de 750 à 1000 kg. Donc ça, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va essayer plutôt de voir un peu ce qui nous est proposé en porteur, voire en tracteur. Donc, on a Volvo Trucks et sa filiale Renault Trucks qui ont aussi annoncé pratiquement coup sur coup deux projets différents de commercialisation de véhicules, donc des 16 à 19 tonnes, essentiellement destinés à la distribution urbaine. Pour mémoire, on sait qu'il y a à peu près 7 ans, Renault avait déjà fait une tentative avec Steph, le transporteur en frigo, qui avait été plutôt réussi et avec une autonomie de véhicule qui avait à peu près une autonomie de 120 km.
km. Donc ça, ce sont des véhicules qui sont produits aujourd'hui déjà dans l'Orne, sur l'usine Renault, Blainville-sur-Orne. Ensuite, on a bien sûr la Mercedes qui a annoncé il y a quelques semaines vouloir investir pratiquement 2,6 milliards d'euros dans le développement de l'électrique à partir de 2021. Mais on a déjà une première livraison de ces exemplaires, les e-Actros, qui sont livrés en Allemagne et en Suisse pour des tests sur 1 an qui vont être reconduits. On a nos amis américains, Nikola Motor, qui nous propose de révolutionner le monde de la batterie avec une batterie beaucoup plus efficace, beaucoup plus légère et qui éviterait notamment de recourir à des métaux rares comme le cobalt, donc ce qui permettrait de baisser le prix, avec des autonomies qui sont annoncées à 1300 km. Mais bon, je pense que là, on est sur quand même un peu de l'annonce et on verra un peu les réalités. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui suit un peu en bas de la diapo, c'est l'autonomie couplée avec la pile à combustible, où là, on serait sur une autonomie de 1300-1600 km. Donc là, ça devient relativement conséquent. Bien sûr, alors je perds à chaque fois les diapos. Bien sûr, on a les véhicules Tesla qui font souvent parler d'eux. Bon, là, on est sur quelque chose qui est probablement en cours de réalisation, puisque Tesla repousse un petit peu la production de ces véhicules. Hein. C'était début d'année. Là, on est plutôt sur fin d'année. On sait que ces véhicules ont été aperçus et ont fonctionné en Californie. Donc, on a déjà un peu d'expérience. Tesla annonce une autonomie de 800 à 900 km. Donc ça, on verra. Mais là, il faut, je pense, prendre ces annonces avec un petit peu de recul. On sait la capacité de Tesla à communiquer. Mais bon, voilà, ça fait partie des réalités et pourquoi pas à terme. Alors, pour connaître sur le réseau de distribution, parce que ça c'est une question que vous posez, j'ai vu sur le chat, vous avez une carte qui est assez bien faite sur le site de l'AVR, donc ça vous trouverez à peu près tous les réseaux de distribution. Sachez rapidement qu'il y a bien sûr pléthore de réseaux de distribution électrique pour des PL, que ces réseaux de distribution peuvent être aussi tout à fait valables pour des VUL. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de réseau spécifique pour le poids lourd, sauf pour ce qui est des flottes captives de bus, puisque là, ce sont les collectivités qui organisent elles-mêmes leur réseau de distribution dans leur dépôt, dans leur propre dépôt, puisque là, on parle de flotte captive. Donc voilà un petit peu pour les réseaux de distribution. Je vous laisse prendre connaissance de la diapo dès que je peux la voir. Là voilà, sur les avantages et inconvénients de l'électricité. Bon voilà, je pense qu'on l'a vu, Andrew l'a dit, mais pour l'instant l'électricité quand même c'est plutôt sur de la petite distance et c'est plutôt très efficace pour du centre-ville, puisqu'on a des centres-villes qui aujourd'hui avec certaines réglementations vont se fermer aux véhicules thermiques. Donc là on a une bonne alternative sur le carburant électrique. Voilà, je passe... alors, si je peux y arriver, je suis désolé, mais à chaque fois, je suis obligé de faire une manipulation. Voilà, je passe à un autre carburant, donc qui est l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, c'est peut-être le moins connu des carburants alternatifs. Donc, on va faire un tout petit peu de chimie. Donc, l'hydrogène, c'est l'élément le plus petit que l'on trouve sur Terre. Là, on va plutôt parler d'hydrogène, c'est-à-dire d'une molécule qui associe 2 atomes d'hydrogène, mais par convention, on parle d'hydrogène. C'est habituel. Voilà. Donc l'hydrogène, vous la connaissez tous, et elle est relativement fréquente, notamment dans l'eau. Et ça, c'est intéressant pour nous, puisqu'on va voir un petit peu après comment on peut arriver à passer de cette eau à l'électricité. Alors, voilà. On a deux façons de produire l'hydrogène. La première façon, c'est le vaporeformage. Donc, on va combiner du méthane, donc, qui est du CH4, hein, Andrew en a parlé tout à l'heure. On va combiner ce méthane avec la vapeur d'eau. Donc, c'est plutôt un processus industriel qui est très fréquent. Hein. On a à peu près c'est 45% de la production aujourd'hui et ça représentait en 2016 900 000 tonnes. Donc, c'est une production qui est effective, qui est réelle. Et puis, on a bien sûr cette
utilisation de l'hydrogène plus connue lors du lancement d'Ariane Espace. Donc le problème de ce procédé par vaporeformage, c'est que si bien sûr le méthane est issu d'origine fossile, on revient sur des émissions de gaz à effet de serre qui sont importantes, puisque le méthane, je crois que Andrew l'a dit, mais par rapport au CO2, c'est à peu près 25 fois l'émission de gaz à effet de serre, le pouvoir de nuisance, on va dire, du méthane par rapport au CO2. Alors bien sûr, si le méthane est produit et biosourcé, dans ce cas-là, on repasse effectivement à la biohydrogène. Alors, la deuxième façon de produire l'hydrogène, c'est par électrolyse. Donc là, on va faire un système très simple qui consiste à casser cette molécule d'eau par un courant électrique. On va séparer la molécule d'eau. Donc on va récupérer d'un côté l'hydrogène et on va évacuer l'oxygène de l'autre côté. Cet hydrogène, donc une fois produite, on va pouvoir la recombiner à l'intérieur d'une pile à combustible. On va pouvoir la recombiner avec de l'oxygène sous pression. Ce qui va produire de l'électricité. C'est un petit peu le même processus que vous avez dans vos batteries, donc l'électrolyse. On va pouvoir produire de l'électricité à partir d'une combinaison entre cet hydrogène et puis l'oxygène sous pression. Voilà un petit peu rapidement le processus d'hydrogène. Donc retenez donc deux principes, le vaporeformage et l'électrolyse. Le principe, c'est toujours le même, c'est quelle est l'origine de la source d'énergie. Si il est biosourcé, on a à nouveau une production de bioénergie, de biohydrogène, pardon. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on a à nouveau une production carbonée. Alors, j'ai toujours un problème avec mes diapos, je suis désolé, mais elles ne passent pas. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est effectivement l'hydrogène. Là, je vous laisse regarder un petit peu la diapo sur les avantages et inconvénients de ce nouveau carburant. Alors, on ne devrait pas parler exactement d'énergie, mais plutôt de vecteur d'énergie. Vous l'avez compris, ce n'est pas l'hydrogène elle-même que l'on utilise, mais c'est l'hydrogène combiné avec l'oxygène qui va nous permettre de donner de l'électricité. Donc ce n'est pas l'hydrogène qui est utilisé directement. Donc on va regarder les avantages et les inconvénients. J'attire votre attention sur le temps de rechargement, donc qui peut être très rapide pour les VL et qui ne sera pas beaucoup plus long pour les véhicules poids lourds. On a une autonomie qui peut être relativement conséquente aujourd'hui sur l'hydrogène, qui est plutôt intéressante dans ce que l'on voit rouler aujourd'hui. On a bien sûr des émissions qui sont très très faibles en termes d'émissions de CO2 et notamment et d'autres polluants. Alors, on a effectivement des inconvénients, notamment le fait qu'on a cette fragilité. Je vous ai dit que l'atome d'hydrogène était un des atomes les plus petits, donc ce qui fait qu'on a quelques fragilités, notamment dans les différents réservoirs que l'on peut avoir, mais ça, c'est un problème qui est en cours de résolution. Mais le problème majeur aujourd'hui de l'hydrogène, c'est l'approvisionnement. On a très peu de stations hydrogène actuellement, et puis bien sûr le surcoût assez prohibitif des véhicules, et notamment des bus, puisque c'est aujourd'hui surtout des bus que l'on va trouver sur le marché, mais là le surcoût est relativement conséquent. On verra tout à l'heure la disponibilité des matériels. Donc voilà un peu les 3-4 avantages qu'on peut regarder sur l'oxygène. Sur l'autonomie, je vous en ai parlé. Donc pour les transports de voyageurs, on a des autonomies qui vont entre 300 et 500 km. Donc là, on est tout à fait sur une ligne classique urbaine. On a largement de quoi faire. Là, il n'y a pas de souci. Et puis sur les transports de marchandises, là, on a une estimation à peu près de 1200 km théorique. Ça, c'est Iveco qui nous dit ça avec son motoriste Nicolas, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Bon, voilà, pour l'instant, c'est théorique, mais on va dire, pour être raisonnable, on est plutôt sur une autonomie entre 500 et 800 km. Voilà un petit peu les offres qu'on trouve actuellement sur le marché, les offres les plus fréquentes. On a bien sûr le Businova de Safra, qui est déjà en fonctionnement, puisque c'est déjà un véhicule que l'on trouve en France, puisqu'on a 44 bus qui roulent aujourd'hui à l'hydrogène en France, donc c'est déjà une réalité. Donc je vous laisse lire un petit peu les caractéristiques techniques, mais vous retrouvez ce que je vous ai dit sur l'autonomie. Voilà.
Sur les poids lourds, donc là on a des prévisions, hein, puisque on sait qu'on a une prévision de 1600 véhicules qui seraient livrés en Suisse à l'horizon 2021, qui fonctionneraient à l'hydrogène. Hein. C'est la marque Hyundai qui va produire ces véhicules-là. Et là, on est sur... Alors, vous avez vu, hein, la pression, hein, on est sur des pressions qui sont relativement conséquentes. Hein. Tout à l'heure, je crois qu'Andrew, quand il a parlé de GNC, on a parlé de 200 bars. Là, on est sur des réservoirs qui sont à 350 bars, voire 700 pour certaines technologies. Mais c'est des pressions qui sont relativement conséquentes. Donc, voilà un petit peu ce que l'on trouve aujourd'hui sur l'hydrogène. La disponibilité, rapidement, un petit graphique qui vous permet de voir où on en est sur la disponibilité. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est véhicules légers, on a déjà des offres qui sont tout à fait efficaces et puis qui sont tout à fait existantes. On commence à avoir des bus, ça je vous en ai parlé, donc il y en a 44 qui circulent aujourd'hui en France. Et puis on va très vite avoir des poids lourds disponibles à terme. Ce qui est intéressant pour les bus à noter, c'est que peut-être que contrairement à l'électrique, un bus hydrogène égale un bus au diesel, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de remplacer un bus diesel par deux bus hydrogène, comme c'est quelquefois le cas pour l'électrique, à cause des temps de recharge, à cause des autonomies. Là, on a vraiment l'équivalence, un bus hydrogène égale un bus diesel. Donc voilà, rapidement, alors attendez, donc je suis obligé de cliquer deux fois de suite. Donc ça, je vous ai dit, donc vous trouverez dans le PowerPoint différents liens qui vous présenteront un petit peu les différentes propositions que l'on trouve actuellement. Je vous incite à regarder particulièrement le reste aussi, mais le groupe Chero qui met en place un prototype de pile à combustible pour le groupe froid. Donc ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est une bonne alternative pour les gens qui font du frigo et qui n'ont pas forcément toujours la possibilité d'aller sur d'autres énergies. Donc là, maintenant, il y a une solution, notamment sur l'hydrogène. Sur le réseau de distribution, donc ça, PVI, Renault, effectivement, je ne voulais pas citer, mais je peux le citer rapidement, qui produit un châssis qui peut recevoir plusieurs équipements différents, des bennes ordures ménagères, mais aussi des conteneurs et une citerne spécifiquement pour le lait, et qui est en cours de production d'un tracteur. Je vous ai mis une petite carte, on vous a mis une petite carte pour vous montrer ce qui se passe aujourd'hui en région sur les questions d'hydrogène. Donc vous avez vu qu'il y a des régions qui sont plutôt en pointe. C'est le cas en Occitanie, c'est le cas en Aquitaine. En Auvergne aussi, on a pas mal de propositions autour de l'hydrogène. La région Occitanie anime un réseau national des régions hydrogènes et a mis en place un budget relativement conséquent, hein, puisqu'il y a 150 millions d'euros pour le développement de l'hydrogène sur la région Occitanie. Je peux vous dire comme ça, citer rapidement, qu'il va y avoir rapidement des stations hydrogène à Chambéry d'ici la fin de l'année, et qu'on a des futures stations qui vont arriver sur Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. D'autres sont prévues à terme sur Montélimar, Moutier, Valence, Villefranche-sur-Saône. Donc voilà pour l'hydrogène. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est que ça a été longtemps perçu comme une énergie un petit peu futuriste, mais que là on voit que la filière se met vraiment en place et que ça va peut-être beaucoup plus vite que ce qu'on avait pu imaginer, qu'il y a une vraie accélération, mais qu'encore une fois, il ne s'agit pas de se substituer à d'autres carburants. Il s'agit bien sûr de se substituer si possible aux carburants fossiles, mais qu'il ne s'agit pas de mettre en concurrence l'hydrogène avec le bio, GNV ou avec l'électrique, mais bien d'avoir une complémentarité des différentes énergies. Voilà, je crois que je repasse la parole à mon ami Andrew. Super, merci Bertrand pour cette présentation sur l'hydrogène. Donc je vais prendre le relais pour des raisons de temps et nous nous en excusons. Nous vous fournirons que de brèves informations sur le biocarburant. Donc on a décidé de vous présenter les biocarburants concernant le bioéthanol et le B100 qui se développent assez fortement ces derniers mois, ces dernières années. Donc le bioéthanol est un alcool produit par
fermentation, produit en France à partir de céréales ou de betteraves à sucre. Il est composé à 95% d'éthanol et 5% d'additifs. Et le bioéthanol est pertinent notamment pour les activités de distribution en zone urbaine, y compris pour les activités notamment en température dirigée, mais aussi pour les véhicules légers. Au niveau du bilan environnemental, nous relevons un gain de 40% d'émissions de NOx, comparé toujours aux véhicules diesel, et c'est des gains toujours par rapport à l'échappement. Même chose pour les gains que j'ai annoncés tout à l'heure, j'ai vu dans les questions, on prendra le temps d'y répondre juste après. Les gains que nous annonçons, c'est par rapport à l'échappement et non par rapport à l'analyse du cycle de vie donc des carburants. Donc un gain de 40% des émissions de NOx, 30% au niveau des particules et 88% au niveau du CO2. Pour le B100, on en parle de plus en plus ces derniers temps. Donc c'est une énergie de 100% végétale, renouvelable et tracée et française. Le biocarburant est autorisé depuis le 29 mars 2018 et bénéficie d'une normalisation au niveau européen. L'autonomie et la consommation sont équivalentes à celles constatées pour les véhicules diesel. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine d'entreprises qui font confiance justement à ce carburant B100. Le B100 permet de réduire de 80% les émissions de particules fines et de 60% les émissions de CO2. À noter qu'aujourd'hui, Scania est le constructeur le plus actif sur le sujet du B100 en proposant plus de 95% de sa gamme comme étant disponible au B100. Renault Trucks également propose d'utiliser ce carburant et Mercedes aussi. Voilà ce que nous pouvons vous dire sur cette thématique. Nous vous rappelons qu'il s'agit ici vraiment du premier webinaire. On a largement dépassé le temps et nous nous en excusons. On va quand même prendre 5 minutes pour répondre aux quelques questions. Dans tous les cas, on prendra le temps également de vous répondre par mail puisqu'on a les coordonnées de chaque participant. On reprendra toutes les questions et nous répondrons, on s'engage à vous répondre à l'ensemble des questions par la suite si on n'y répond pas de suite. Là, vous avez la liste des prochains webinaires. Donc, rendez-vous le 21 janvier prochain avec la thématique « Pourquoi et comment s'engager dans Fred 21 ». Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres webinaires sur les carburants alternatifs courant 2020, juste avant l'été. Voilà, donc Bertrand, on va essayer de répondre aux quelques questions. Oui, tout à fait. On va prendre 5-10 minutes pour répondre aux questions. Donc moi, j'ai pu noter tout à l'heure notamment une question sur la part du bio-GNV injecté dans le réseau. Alors moi, je ne vois plus les questions, moi. Alors, c'est pas grave, je vais les citer. Donc là, on avait une question sur la part du bio-GNV injecté dans le réseau. Donc à fin 2018, la part du bio-GNV s'est élevée à 12% dans le réseau de gaz et l'objectif des 20% en 2023 sera du coup certainement atteint. On avait une autre question, je reste sur la thématique GNV, bio-GNV, par rapport aux installations pour les bio-GNV. Aujourd'hui, en France, on compte 788 installations d'usines de méthanisation, de sites de méthanisation et 88 sites de méthanisation qui injectent du biométhane sur l'ensemble du territoire pour une capacité de production de 1,4 tonnes water par an. Donc voilà, ça c'était par rapport à une question que j'avais vue sur le GNV, le bio-GNV. On va essayer de les prendre dans l'ordre. Moi, je ne vois aucune des questions, donc alors, je ne peux pas répondre. On a une question de Marine Bernard. Avez-vous des prévisions en matière de production d'autocars hydrogène ?
des prévisions en matière de production, pas précisément, hein, mais je vous l'ai dit, il y en a déjà 44 qui roulent. On a pas mal de régions, comme la région Occitanie notamment, qui va, la ville de Pau, par exemple, la ville de Pau va équiper une partie de sa flotte en véhicules hydrogène. Donc j'ai pas de chiffres précis à vous donner sur la production de ces véhicules, parce que, encore une fois, l'hydrogène, vous l'avez vu, c'est relativement... Alors, historiquement, l'hydrogène existe depuis bien longtemps, mais c'est plutôt assez récemment qu'on en parle vraiment à ce point-là dans les transports, et c'est plutôt en perpétuelle accélération. Enfin, ça va de plus en plus vite. Donc, j'ai pas de chiffres à vous donner précisément, mais vous avez... le réseau, vous avez l'AFIPAC, hein, si vous allez sur les sites de l'AFIPAC, je pense que là vous avez des informations plus précises sur les engagements des constructeurs sur la production des bus. Ce que je peux vous dire aussi sur les poids lourds, c'est que, comme je vous l'ai dit, je crois, il y a une prévision de 1600 véhicules, ça c'est pas rien, sur la Suisse, et Nikola Motor prévoit à peu près 8000 véhicules, enfin il y a une précommande de 8000 véhicules en Amérique sur des véhicules à hydrogène. Donc voilà, ma réponse n'est pas très très précise sur les bus, mais vous trouverez, je pense, une prévision plus complète sur le réseau de la FIPAC, sur le site de la FIPAC. Moi, j'en profite. Là, j'ai vu également deux autres questions. Quelle est l'augmentation estimative du pourcentage de poids lourds gaz dans les 3 prochaines années? On n'a pas de données chiffrées concrètes, mais comme je le disais, on est sur une très forte dynamique des immatriculations poids lourds au GNV et bio-GNV. On parle d'une augmentation qui a doublé en seulement 1 an. On est à plus de 3500 véhicules aujourd'hui qui roulent au GNV et bio-GNV, alors que nous étions en février 2017 à moins de 1500. Donc on peut penser que cette dynamique va continuer dans les prochaines années. J'ai vu également plusieurs questions sur les aides au niveau régional. Alors j'ai passé assez rapidement en effet pour des contraintes de temps. Vous retrouverez sur la diapo des aides régionales les 2 liens qui vous permettent justement d'avoir plus d'informations sur les aides régionales par rapport au GNV, bio-GNV. Elles sont différentes selon les régions. Donc on peut citer que les aides régionales sont différentes selon les régions forcément, mais que les aides varient en fonction notamment de la taille des entreprises, s'il s'agit d'une PME ou d'une plus grande entreprise, mais également selon les types de véhicules, s'il s'agit d'investissements dans les véhicules utilitaires légers ou pour des poids lourds. Donc je vous renvoie à cette diapositive. J'ai vu une question notamment de Franck Sarfati, je reviendrai vers vous puisque vous êtes en Normandie par rapport aux aides en Normandie. Alors, si je peux prendre juste 5 minutes, de la même manière sur l'hydrogène, on vous a mis un petit lien qui est pas mal. Un petit article de Usine Nouvelle qui reprend région par région ce qui se passe sur l'hydrogène. Donc là, vous avez un paysage assez complet de ce qui se passe dans chacune des régions sur l'hydrogène. Vous avez le lien sur une des diapos à la fin de la partie hydrogène. Je ne la retrouve plus, mais j'ai vu également une question sur la partie électrique, une question remarque par rapport aux gains environnementaux. Donc en effet, il s'agit bien, les gains qui ont été annoncés, ce sont les réductions des émissions à l'échappement qui ne prend pas en compte l'ACV, l'analyse du cycle de vie, et donc qui ne prend pas en compte les émissions émises lors de la production et du recyclage des batteries, qui là, pour le coup, sont des émissions de CO2 très élevées, qui proviennent en grande partie de l'extraction et du raffinage des métaux rares utilisés pour ces batteries comme le lithium ou encore le cobalt. Donc voilà, c'était une précision quand même assez importante, mais on l'a mis sur la diapo. Il y a un fort impact d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2 par rapport à la production et au recyclage des batteries.
Voilà. Oui, peut-être il y a une question aussi sur les biocarburants. Effectivement, dans les gains de CO2 que l'on propose, on ne tient pas forcément compte de la réorientation des terres. Je pense que là, il y a une question sur les terres agricoles. C'est vrai que c'est intéressant de réintroduire dans les émissions de CO2, quand on parle des biocarburants, bioéthanol et autres, de réintroduire la réorientation des terres. Et là, ça peut effectivement changer vraiment les choses en termes de gains de CO2. Très bien. Alors on s'excuse pour les questions dont on n'a pas pris le temps encore de répondre, mais comme on s'est engagé à vous répondre à l'ensemble des questions, comme on vous a dit, on a les coordonnées, donc on répondra à l'ensemble des questions par la suite, notamment après quelques recherches. Et donc nous vous remercions à tous de votre forte participation pour ce webinaire, et nous vous donnons rendez-vous en 2020 pour des webinaires plus spécifiques sur chacun des carburants alternatifs, pour rentrer plus dans le détail des différentes énergies. Dernière information, vous avez une partie sondage à côté du chat. Vous pouvez donner votre avis sur les carburants alternatifs pour que l'on puisse continuer à progresser sur les prochains webinaires à venir pour notamment l'année 2020. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine webconférence du 21 janvier sur l'engagement Fred 21 pour les chargeurs. Voilà, merci à tous et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.